Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début de 2025 qui s'annonce astrologiquement assez riche en surprises puisque de nombreuses planètes, notamment tous les transpersonnels, rentrent définitivement dans des signes d'air et de feu. Donc il y a vraiment un changement, en tout cas une amorce de changement puisque comme je vous l'ai dit souvent, toutes les combinaisons planétaires qui s'amorcent en 2025 ne deviendront exactes qu'en 2026. Donc on a un petit peu un entreaperçu d'un changement qui n'est pas encore là, mais qui pourrait être là. hein. Et je suis ravie de vous accompagner tout au long de cette année, au gré des fluctuations intérieures et extérieures, pour décrypter, donner du sens à ces configurations célestes et comment elles peuvent se refléter dans nos vies et aussi dans le monde, même si vous savez que mon approche est beaucoup plus intérieure et je vous laisse tisser du sens à l'extérieur. Même si on s'est amusé avec Sophia, mon acolyte du podcast Alchimie du ciel, je vous mets le lien dessous si vous voulez aller regarder, où on a survolé 2025. Et ce qu'on sait peu en astrologie, c'est que pour faire de l'astrologie, souvent, il faut aussi aller regarder du côté de l'histoire, de la sociologie, de la philosophie, de la psychologie, pour tisser du sens sur ces grands changements planétaires. Donc, c'est ce que je vous invite à regarder ensemble pour 2025 et avoir un peu un aperçu. Alors, forcément, toutes les combinaisons vont nous toucher selon notre thème de naissance. C'est comme si notre thème, c'est un peu la matrice de notre rencontre avec ces planètes, c'est notre empreinte de ces configurations célestes. Et on va vivre aussi, que ce soit les transits de Pluton, d'Uranus ou de Neptune, en fonction de notre affinité avec la dynamique de cette image archétypale. Alors, donc ça, c'est quelque chose qui est important. C'est aussi pour cela que tout parfois ne résonne pas. Il y a des choses qui résonnent et des choses qui résonnent moins. Ça dépend en fait de notre configuration intérieure. Donc, en ce début d'année, donc on est, j'ai même oublié la date aujourd'hui, le 5 janvier quand j'enregistre, et demain 6 janvier, donc lundi 6 janvier, on a quelque chose d'important puisqu'on a le retour de Mars en Cancer et il va y rester jusqu'au 18 avril 2025. Donc j'ai déjà parlé plusieurs fois de Mars en Cancer, de son symbolisme. Alors, comme toujours, on tisse des cycles. Donc, Mars vient de faire son opposition à Pluton le 3 janvier. Mars était alors en Lion, Pluton en Verseau. On est venu purifier notre rapport à notre volonté, au désir du cœur, aux élans intérieurs. Mars qui revient dans le signe du Cancer, c'est une position dans laquelle, pour la tradition, Mars n'est pas à l'aise. Mars est dit en chute, en Cancer, c'est-à-dire qu'il est en territoire lunaire, puisque le domicile céleste de la Lune est le Cancer dans la tradition astrologique. Et j'aime bien si on tisse un peu des ponts avec les contes. Moi, j'ai beaucoup l'image ou la trame d'un conte pour expliquer Mars en Cancer. C'est qu'à un moment donné, dans notre chemin, on doit répondre à un appel. Cet appel qui a peut-être été réveillé quand Mars était en Lion, un appel créatif, l'appel d'un projet, l'appel de suivre notre cœur, l'appel de quelque chose qui pulse en nous et on ne sait pas encore où ça va nous emmener, mais vous savez, on sent cet élan qu'on doit aller plus loin que ce qu'on connaît. On a dû dialoguer avec Pluton, qui était la séduction peut-être de savoir si ces élans du cœur ou cet appel était vraiment quelque chose de sincère, d'authentique, ou répondait à des dynamiques cachées, soit avec Pluton en Verseau liées à la société, liées aux attentes sociétales, ou tout simplement certaines dynamiques qu'on ne voyait pas. Donc l'étape où Mars arrive en Cancer, Mars en Cancer, il est dans le domaine de la Lune. Donc c'est vraiment dans la trame du héros où on sent qu'on a cet appel, mais qu'il y a quelque chose qui nous attache qui nous attache, qui nous sécurise, qui est tout ce qui est en lien avec la Lune. Donc la Lune, ça peut être le corps, quelque chose dans notre façon de vivre notre sécurité dans notre corps, dans notre foyer, dans notre matrice, dans notre monde émotionnel, dans nos attachements. Mars est celui qui va représenter quelque part la scission du monde lunaire. D'ailleurs, c'est pour ça que pour les enfants, on parle souvent de ce fameux retour de 2 ans. En anglais, je crois que c'est The Terrible Two. Et en fait, ça correspond au retour de Mars. C'est le moment où on doit sortir de la Lune pour aller vivre notre appel, pour trouver notre indépendance
et s'affranchir de nos sécurités. Donc c'est vrai que Mars en Cancer, il peut ne pas être confortable parce qu'il va nous demander de sortir du connu symbolisé par la Lune. Donc là, vous pouvez aller voir vos lunes de naissance pour regarder quel est le mécanisme lunaire et aussi où est Mars en Cancer dans votre thème. Ça peut être l'endroit où on sent qu'on doit avoir le courage de sortir de quelque chose. Seulement, comme Mars, il n'est pas à l'aise en Cancer, il va avoir un petit peu comme des influx différents, puisque Mars, pourtant, qui est aussi pas seulement que la planète qui régit le Bélier, dans le sens où Mars est aussi le régent du Scorpion, donc Mars est quand même le régent d'un signe d'eau, hein. Mais Mars, ça va être cette impulsion, ce courage, cette indépendance, ce côté du sabre ou de l'épée qui va aller de l'avant, qui va trancher, qui va sortir de quelque chose. Là où la Lune, c'est ces influx émotionnels qui nous sécurisent, c'est ces eaux qui nous alimentent, qui dans le Cancer peuvent aussi nous protéger, hein, un petit peu à l'image du crabe ou de la carapace, et nous faire rester quelque part dans une forme de protection du connu, hein. Bah, forcément, imaginez la rencontre des deux, bah, il y a quelque chose qui peut aller dans les extrêmes, c'est-à-dire soit une colère rentrée, quelque chose dans notre monde émotionnel qu'on va refouler parce que Mars n'est pas forcément évident. Et ça, je vous invite à regarder aussi votre Mars de naissance. Généralement, les Mars en Balance, Mars en Cancer, Mars en Taureau, hein, on va appeler ça les Mars dits féminins dans des signes régis par Vénus ou par la Lune, sont pas du tout à l'aise avec l'affirmation de soi, avec le conflit, avec la sensation qu'on peut rompre l'équilibre avec des gens ou des situations. Donc ça va demander beaucoup plus de courage d'oser s'affranchir de certaines situations, hein. Et c'est vrai que Mars en Cancer, ça peut aussi, comme le Cancer symbolise la famille, le foyer, la nation, l'appartenance, ça va ouvrir des scissions, hein. Je dis pas forcément que c'est un symptôme de guerre civile parce que ce serait un petit peu trop fort, mais vous voyez, je pense la métaphore, ça ouvre des brèches en lien avec les endroits, les situations, les personnes qui avaient cette fonction Cancer dans notre vie. Quelle est la fonction Cancer dans notre vie? Bah, c'est le lieu tout simplement où on se sent en appartenance, où il y a une familiarité, où il y a quelque chose de l'ordre du connu, hein. Le Cancer, c'est aussi l'estomac. Donc, Mars en Cancer, ça peut réveiller au niveau du symptôme, hein. Vous savez en tout cas, je ne fais pas d'astrologie médicale, puis c'est quelque chose pour moi de très sensible. On n'est pas habilité, hein. Je suis pas, j'ai aucune formation qui me permette de faire ça. Mais en tout cas, au niveau du symbolisme, c'est tout ce qui est inflammatoire aussi en lien avec l'estomac. Donc, tout ce qui remonte, hein, toutes les remontées de certaines mémoires. Et c'est là où on peut aussi se rappeler que dans le Thema Mundi, hein, le thème du monde des anciens, Mars régit aussi le Scorpion. Et le Mars du Scorpion, c'est celui qui nous aide à nous libérer des mémoires justement lunaires, des mémoires familiales, des attachements, hein. On a le temps, j'allais dire, il est rétrograde jusqu'à fin février, il est encore en Cancer jusqu'en avril, mais c'est vrai que c'est pas le lieu de Mars le plus à l'aise pour sentir qu'on est très clair et très décidé. Et je réfléchissais hier en m'endormant à la vidéo et je me disais, oui, Mars en Cancer aussi, ce qu'il a dans sa beauté, c'est qu'il va nous demander, un petit peu comme la biche de Sérénée, vous savez, dans le travail d'Hercule, où Hercule doit déposer les armes, pardon, parce que je regardais mes arbres, pour apprendre à apprivoiser la biche, et ben là, on doit apprendre un petit peu à apprivoiser la fonction sensible tout en étant directif, comment on peut poser des actes qui vont respecter cette cyclicité du vivant, cette cyclicité émotionnelle, sans pour autant aller dans l'effet inverse qui ce serait de devenir complètement moody, c'est-à-dire subir la Lune où Mars rentre dans une forme de passivité parce qu'il ne veut rien faire. Et pourquoi il ne veut rien faire? Parce qu'on écoute trop notre Lune, hein. Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve très important, c'est que la Lune, et en effet, la dernière sphère planétaire, pour retrouver ça, je vous le dis souvent chez Platon, l'âme va incarner et on va prendre une qualité de chaque sphère planétaire et la dernière, c'est la Lune. Donc en effet, c'est notre socle, mais trop écouter notre Lune, quelque part, on est stagnant. Et dans notre thème, ça va se matérialiser comment? On a beau avoir plein de possibilités offertes par Jupiter ou par d'autres planètes, on reste un peu prisonnier d'un mécanisme lunaire.
On pourrait aussi parler du mécanisme un peu de l'enfant, hein, le côté puer aeternus, hein, l'éternel enfant en nous. Et c'est vrai que Mars, maintenant qu'il est en Cancer alors qu'il était avant en Lion, on a peut-être senti le courage de suivre nos idéaux, nos élans créatifs, notre cœur, et de se dire, de retrouver la joie. Mars en Cancer peut incuber ses projets, ses aspirations, ses actes, mais il va nous demander de ne pas non plus trop écouter, parce que si on écoute trop, ben on va rentrer dans une stagnation lunaire et donc dans une passivité, hein. Les anciens avaient tendance à dire que la Lune, c'était aussi tous les fluides, donc tout le côté, vous savez, d'être un peu apathique, hein. Ça me fait penser un peu à ce qu'on dit en Ayurveda à Kafka, hein, à Kapha, je ne sais plus comment c'est. Désolée, je ne sais pas non plus ma spécialité. Donc, voilà, de toute façon, je vous accompagnerai sur les différents transits importants de ce Mars en Cancer. Alors, on commence aussi la semaine avec un carré entre Mercure et Neptune, qui aura lieu à 27 degrés du Sagittaire pour Mercure et Neptune, qui est en Poisson. Alors, c'est comme toujours un petit peu, hein, avant que Mercure change de signe dans certains signes, surtout tous les signes mutables depuis des années, avant de passer en signe de terre pour le coup, puisque là, il va rentrer en Capricorne. Il fait il fait son carré avec Neptune. Alors, vous avez Mercure qui est le principe de l'intelligence, de la vision. Il a été rétrograde dans ce signe. Quand il rencontre Neptune, il y a une sorte de flou. Vous savez, c'est comme si on commence la semaine de la nouvelle année avec une sorte de flottement neptunien où je pense que pour beaucoup, ça va se traduire, on n'a pas forcément beaucoup envie de reprendre. On préférait rester dans cette énergie souvent neptunienne qui est énergie de contemplation, de se laisser porter, de se laisser aller, hein. Un carré symbolise toujours une tension. Là, entre le Sagittaire et Neptune, c'est un petit peu, on pourrait dire, un dilemme philosophique entre quelles sont mes nouvelles aspirations avec Mercure en Sagittaire, ma nouvelle direction. Puis vous avez Neptune qui vous invite toujours à composer avec le grand mystère de la vie et qui nous dit, bon, même si on se fixe des objectifs, il y a toujours cet imprévu neptunien, comme si la vie ou le souffle, vous savez, de la vie ou le souffle des muses voudrait nous dire, c'est par là. Et c'est quelque chose à garder en mind, pardon, je mélange toutes les langues, moi comme d'habitude, à garder à l'esprit, puisque un autre changement qui va être important en fin de semaine, c'est le changement des nœuds, pardon, des nœuds lunaires avec le nœud nord en Poisson. Mais pour finir sur Mercure, Mercure, 2 jours après, donc le 8 janvier, rentre en Capricorne. Donc là, Mercure en Capricorne, il est dans le domicile céleste de Saturne. Donc là, c'est pas mal pour être un peu plus précis, sûr de nous, nous engager, sentir qu'on a besoin un petit peu de structurer nos pensées, de structurer nos projets, de structurer nos idées. Toujours Saturne est en Poisson, hein, donc n'oublions jamais que toute planète actuellement en Capricorne, on verra que c'est un petit peu différent mi-2025, mais est toujours régi par un Saturne de Poisson. Donc on a une clarté, on a une précision, on a une ambition, on a une envie de consolider certains de nos projets, mais la composante de Saturne en Poisson, pour moi, me fait penser que le guide ou le sage qui viendrait nous susurrer quelles sont nos ambitions, nos élévations, nos objectifs, est dans un signe qui est relié à une dimension sacrée de l'existence. Donc, n'oublions pas que nos ambitions matérielles doivent être toujours au service de quelque chose de plus grand que nous, au service d'une loi qui, même si elle se reflète dans la matière et nous permet de vraiment matérialiser les choses et d'achever, achieve, hein, donc de concrétiser les choses, ça répond à un principe plus grand d'élévation, hein. Le Capricorne est cette porte des cieux. Donc, dans cette ascension du Capricorne, ce qu'on cherche en haut de la montagne, bon, un jour, je vous montrerai ma vue, parce que j'ai vu, en plus, c'est très dégagé aujourd'hui, donc j'ai vu sur le volcan d'eau, hein, le volcan de Agua, la belle contradiction. Alors, il est éteint, hein, parce que si je vous montrais à quel point on a l'impression qu'il est près de moi, vous auriez un petit peu peur pour moi. C'est pas celui-là qui est actif. Et c'est vrai qu'au sommet des montagnes ou même des volcans, il y a toujours le ciel étoilé qui nous attend. Donc, voilà pour cette semaine. Alors, il y a aussi un carré, voilà, il y a d'autres petits aspects que je vous mettrai dessous, mais je voulais aussi prendre le temps de parler des changements de nœuds, hein. Donc, les nœuds
c'est le nœud nord va rentrer en poisson, les nœuds vont en sens inverse, puisque ce sont des points fictifs, ce ne sont pas, en tout cas, ils n'ont pas une densité astronomique. Les nœuds ont été introduits en astrologie puisqu'ils permettent de prédire les éclipses, hein. C'est pour ça que l'importance des nœuds est en fait liée aux éclipses, puisque les éclipses solaires ou lunaires se font toujours conjoints aux nœuds, hein, l'éclipse lunaire en pleine lune et l'éclipse solaire en nouvelle lune. Donc, on va aussi vraiment sentir quel est l'impact de ces nœuds et de ce changement au moment des éclipses au mois de mars, puis au mois de septembre. Alors, il y a toujours aussi, bon, je vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais c'est pas grave. Je trouve parfois qu'il y a une sorte de on met trop d'accent sur les nœuds, pas dans le sens que c'est pas important, mais je trouve qu'il y a des promesses irréalistes avec le nœud nord en poisson, comme si tout d'un coup ça allait éveiller l'humanité et lui permettre de connecter au céleste et au divin et d'abandonner la structure de la Vierge. Alors, je vous dis ça un petit peu, peut-être d'une manière un peu verso là, mais c'est toujours cette idée que les nœuds, par exemple, dans la tradition hellénistique, on les retrouve très peu. Dans la tradition védique, vous avez deux démons qui s'appellent Rahu et Ketu, qui siègent dans les nœuds, hein, parce qu'il y a toujours cette idée, vous savez, au moment des éclipses, qu'il y avait des démons qui venaient manger le soleil et la lune, hein, donc il y avait ce phénomène aussi de peur, mais je reviendrai aux éclipses, et que le nœud nord est quand même un lieu d'hubris, diraient les Grecs, c'est-à-dire un lieu où on peut être séduit par quelque chose et où on veut absolument aller dans ce point pour se réaliser, hein. Comme souvent ce que je dis aussi, c'est est-ce qu'un point peut résumer 2000 ans d'astrologie et ce point s'appellerait le nœud nord et tout d'un coup serait la clé à tout votre thème? Moi, je mets toujours des bémols un petit peu comme ça à ces formules magiques. Je trouve que ça empêche de résumer une forme de sous-tendre une forme de complexité, on va dire, sans vouloir créer de la complexité mentale, mais ça permet de mettre de la nuance et de mettre de la richesse, hein. Ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'on va rentrer dans une ère, hein, vraiment où, on l'a expliqué aussi avec Sophia, presque tous les transpersonnels étaient dans des signes dits féminins de terre ou d'eau, hein, Neptune en poisson, Pluton en Capricorne, Uranus en taureau. Et là, on a vraiment un inversement où Neptune va rentrer en bélier, Saturne va aussi rentrer en bélier, Pluton est en verseau et Uranus va rentrer en gémeaux cette année. Donc dans des signes d'air et des signes de feu. Donc dans des qualités beaucoup plus yang, expressives, qui ont aussi des capacités de manifester le changement beaucoup plus rapidement. Donc on peut être pris aussi dans cette frénésie de changement, d'innovation, de, d'héroïque aussi. On verra beaucoup avec le bélier. Je trouve qu'il y a vraiment un symbolisme de l'héroïsme, de devenir courageux, de devenir acteur de nos propres vies, hein. Donc c'est vrai que le nœud nord en poisson qui va rester 18 mois, hein, donc du 12 janvier au 27 juillet 2026, pendant cette période de transition, hein, puisque ce que je vous ai dit, hein, les planètes qui changent de signe en 2025, fin 2025, elles reviennent toutes à la configuration d'aujourd'hui pour vraiment s'établir en 2026. Donc le nœud nord en poisson va quand même nous rappeler la dimension spirituelle du monde, ça c'est vrai, je pense. Il va nous rappeler qu'il y a toujours ce mystère de la vie et que même si on croit savoir où on va, on ne sait jamais vraiment, hein. Et moi j'aime beaucoup voir les nœuds comme ça, donc c'est dans cette configuration-là que je vais vous les transmettre. Le nœud sud en Vierge, ça va être un lieu où il y a une mémoire. Alors, pareil, vous pouvez regarder où tombe la Vierge dans votre thème, dans la maison. Ça va être le champ d'expérience où il y a quelque chose en lien avec un trop-plein de Vierge, on pourrait dire, qui doit être un petit peu épuré, hein, où c'est la queue du dragon, donc, pardon la métaphore, mais il y a quelque chose qui doit être évacué. Alors, quelle peut être l'ombre de la Vierge? L'ombre de la Vierge, une ombre qu'on sait tous, c'est l'extrême perfectionnisme. C'est-à-dire à vouloir toucher la perfection dans ce monde, il en oublie, enfin ce signe, hein, en oublie la magie du poisson, en oublie le chaos. Donc on a quelque chose entre lien avec ordre et chaos. Que va faire la Vierge pour pouvoir faire face à cette menace du chaos en poisson? Contrôler. Comment la Vierge contrôle? Alors le cliché qu'on sait tous, c'est en faisant des listes, c'est en voulant que tous les détails soient minutieusement sous contrôle et elle ne laisse pas la place
au mystère, à l'incertitude, à l'invisible aussi parfois, hein. Pour beaucoup d'entre nous, le lieu de la Vierge, c'est aussi un lieu où on va chercher tellement à raffiner, mais à raffiner, à purifier qui on est, hein. Si je prends l'axe Vierge-Poisson comme étant la Vierge, le processus d'individuation, on va chercher tellement à polir notre personnalité, à voir tous nos défauts, à vouloir travailler sur nous, à vouloir s'améliorer, parce qu'on a la promesse du Poisson où on se dit, c'est que dans cet extrême polissage que je vais pouvoir m'illuminer et accéder au mystère du cosmos. Bon, bah dans l'excès inverse, on va faire tout très bien. On va avoir la meilleure hygiène de vie, on va avoir vu tous les thérapeutes, on va avoir vraiment amélioré toutes les parties de notre personnalité, mais pourtant, on n'aura pas l'impression d'avoir rencontré, parce qu'on n'aura pas laissé de place justement à la grâce divine, au lumineux, à ce laisser complètement ébloui par la beauté qui nous entoure, tellement on sera, hein, la Vierge et le petit, sur ce point précis en se disant, tel défaut de ma personnalité, je suis pas assez, parce que ça peut être, je suis pas assez organisée et je veux m'organiser parce que si je fais pas mes rituels tous les matins, le divin va pas venir toquer à ma porte. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. Forcément, donc là, il y a une invitation, comme le nœud nord, collectivement, à aller dans l'axe en face. Donc ça, peut-être que je reprendrai, je me décide encore. Vous savez, j'avais fait ces petits rendez-vous sur Zoom. Donc on va voir pour vous partager plus en intimité, hein. Et là, ce qui va être intéressant, c'est donc là où vous identifiez que vous avez de la Vierge dans la maison. Donc, vous pouvez regarder, si c'est sur deux maisons, regardez les deux maisons, mais regardez là où il y en a plus. Vous pouvez tracer une ligne droite et vous avez la maison en face qui va être le champ d'expérience où peut-être, surtout au moment des éclipses, le poisson va venir vous surprendre avec sa dose de mystère, d'imprévu, de lâcher prise, d'appel du sacré, d'appel de la dilution, de la dissolution, je pense qu'on dit en français surtout. Un autre axe aussi de la Vierge, l'excès de Vierge, ça peut être aussi le lieu où malheureusement on a aussi beaucoup de maux physiques. Donc là où on a des maux physiques et on essaye en effet toutes les techniques liées à la Vierge, de contrôle de soi, de contrôle de l'alimentation, de l'hygiène de vie. Et il y a le poisson qui va nous ouvrir en effet à des causes beaucoup plus mystérieuses aussi de ce qui nous arrive, hein. Donc, comme vous commencez à le sentir, hein, le cadeau pour moi des nœuds, c'est que peut-être plus facilement pour certains que pour d'autres, ça dépend de votre degré d'affinité, on va dire, avec l'archétype dionysiaque de la vie, un peu du chaos, hein, sans forcément que ça devienne, vous savez, Dionysos, il avait toujours ses ménades qui étaient folles et qui étaient vraiment un petit peu trop, on va dire, intense dans la façon de nous amener à vivre le chaos et le moment extatique de nos vies. Donc, on ne va pas non plus aller dans cet extrême-là. On ne va pas convoquer pour nous tous Dionysos de cette façon-là, hein. Euh, Pas que dans l'ivresse ou l'ombre du poisson qui est vraiment liée aux addictions, à toujours vouloir justement s'altérer la conscience pour fuir le monde de la Vierge, du quotidien, du petit, du détail. Mais moi, je trouve que les nœuds, c'est un va-et-vient. Donc, cette ouverture au chaos, euh, au sacré, à la spiritualité, à l'envie aussi de répondre à certains élans artistiques, tout ce qui va vous permettre de transcender quelque chose, hein. Et vous savez que la fonction transcendante chez Jung, c'est aussi ce qu'on va appeler en nous pour pouvoir vivre une situation différemment. C'est, je voyais par exemple ce qui m'arrive dans mon quotidien en vierge d'une manière très limitée. Pourquoi? Parce que c'est comme si on avait un tableau et on voyait les pieds du bonhomme dans le tableau. Bah, le poisson, il va nous permettre, hein, par quelque chose en nous qui va s'ouvrir à la beauté de la vie, à la sacrée, dans une confiance, parce qu'on se sent relié à quelque chose de plus grand. En bref, tout ce qui va nous permettre de nous sentir reliés à l'invisible et à cette sagesse infinie qui existe en nous et qui est perçue dans toute la beauté qui nous entoure, bah, ça va permettre tout d'un coup on voit le tableau là où on était focalisé sur les pieds, on va voir qu'en fait il a des mains et dans ses mains il a un globe, il a un spectre et en fait il a des outils pour résoudre son problème qui était dans les pieds. Bon, je ne sais pas d'où vient ma métaphore. Si vous trouvez un tableau où il y a ces personnages, je suis ravie. Mm. Et donc, une fois qu'on est allé dans le poisson, dans cette
invitation, bah, on peut du coup revenir dans la Vierge et avoir le cadeau de la Vierge. Hein. Moi, pour moi, c'est un va-et-vient. C'est-à-dire que c'est pas, oh là là, la Vierge, attention, tout ce qui est en lien avec la Vierge dans notre signe. Là, je ne condamne pas du tout les gens vierges, bien sûr. Si vous avez plus de planètes en Vierge, elles vont recevoir ce besoin de purifier et d'évacuer l'excès de Vierge en allant dans le poisson pour revenir au cadeau de la Vierge. Quel est le cadeau de la Vierge? Il y en a beaucoup, hein, qui est le plus connu, c'est le discernement. C'est pouvoir aller justement dans les eaux neptuniennes, les eaux du poisson, les eaux dionysiaques sans se perdre. Donc, c'est faire des expériences en haut de la montagne, connecté aux nuages, connecté à la poésie de la vie, et en vierge, arriver à l'articuler et la partager aux autres, ou en faire un livre, tout simplement. Hein, souvent, on voit la Vierge qui est liée à Thoth. Hein. Thoth, vous savez, c'était le scribe, c'est les Égyptiens. Donc, la Vierge va nous permettre de retranscrire, que ce soit dans un livre, dans un écrit, dans de l'artisanat d'art, dans la façon de vivre notre vie, cette beauté c'est apprécier le petit et la simplicité des choses. Hein. Quand vous avez beaucoup de vierges dans votre thème, vous pouvez résoudre les choses juste en changeant les choses à toute petite dose, très très petit. Donc il y a aussi la beauté du petit, le sacré dans le petit. Vous savez, c'est revenir dans l'espace micro parce qu'on a laissé la place au macro, on va dire. On a laissé, c'est comme si, il y a une phrase, je ne sais plus de qui elle est, je crois que c'est Origène, n'oublie pas qu'en toi, il y a aussi le ciel, les étoiles et la lune. Hein. Donc peut-être que le cadeau de ces axes, même s'ils vont nous dissoudre, que ça va être accéléré au moment des éclipses, mais ça, j'y reviendrai en son temps, bah, c'est faire la place au petit, mais au petit qui est connecté justement à cette mémoire des étoiles et donc vivre l'espace de la Vierge dans notre thème, euh, le sacré, pardon, le quotidien. Si vous l'avez en Vierge en maison 1, votre lien à vous-même, en maison 2, vos finances. Alors, donc peut-être pour faire les finances, il faut se rappeler, ça j'avais découvert dans je ne sais plus quel livre d'astrologie, que l'argent était lié à la déesse Monétas, hein, et qu'avant il y avait tout ce rituel aussi de faire circuler en lien avec cette déesse. Donc ça ne m'étonne pas que j'appelle la maison 2 souvent la maison de la grande déesse. La maison 3 la communication au quotidien. La maison 4 dans nos familles. La maison 5 dans nos expressions créatives. La maison 6 dans nos rituels d'hygiène de vie. La maison 7 dans nos relations. euh, Comment on tisse des accords, comment c'est important ce qui se joue dans l'infiniment petit, dans nos relations. En maison 8 peut-être, dans nos contrats énergétiques, sexuels avec les personnes, de voir aussi ce qui se joue dans le petit, et ainsi de suite. Mm. Donc, voilà un petit peu pour les nœuds. Donc, je vous invite à vraiment le voir comme un va-et-vient, à aussi voir que ce sera sans doute au moment des éclipses, donc au mois de mars et au mois de septembre, qu'on aura un petit peu la sève de quel realmente, de qu'est-ce que peut être l'appel de ces nœuds. Et en attendant, bah, avec tous ces changements prévus en 2025, bah, l'axe des nœuds nous donne notre étoile du Nord, et l'étoile du Nord en Poisson, hein, qui est encore visitée par Saturne et Neptune quand même une bonne partie de l'année, bah, nous rappelle toujours de faire révérence au mystère, de laisser les étoiles rentrer en vous, on va dire ça comme ça. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle semaine, une très belle année. Je vous mets aussi le lien pour la séance spéciale que j'ai sur 2025. Et voilà, et je suis aussi très heureuse de recommencer les cours qu'on commence déjà cette semaine pour un an. Donc pour ceux qui partagent cette aventure avec moi, je vous remercie.